Okay. Okay, then to start. Okay. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre émission ce soir. Je m'appelle Lynn Julius et je suis aidée ce soir par Lawrence, qui est notre assistant technique. Nous sommes 6 bénévoles à travailler pour Harif. Et notre association essaye de promouvoir l'histoire et la culture des Juifs du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Harif est basé en Angleterre, mais nous atteignons un public international. Vous pouvez vous inscrire à notre liste email en visitant notre site web www.harif.org. Depuis le début du Covid, nous avons fait près de 70 émissions Zoom. La plus grande partie ont été en anglais, mais cette séance sera la 5e que nous faisons en français. Je crois que nous sommes la seule organisation qui essaye de faire des Zooms en 2 langues. Cette séance est mise en direct sur la page Facebook de Harif et enregistrée. Et l'enregistrement se trouvera sur notre site dans quelques jours. Si vous avez des questions pour notre interlocuteur, écrivez-les dans le chat Converse au bas de votre écran. Je suis ravie d'accueillir ce soir le cinéaste Jean-Pierre Liédot. Shalom, Jean-Pierre. Shalom, Lekulam. Jean-Pierre vit en Israël depuis 10 ans. Il est né en Algérie, qui est, comme tous le savent, un pays violemment anti-Israël. Pourquoi et comment a-t-il fait ce voyage interdit d'Alger à Jérusalem? Je vais entamer une discussion avec Jean-Pierre et nous montrerons des extraits de ses films. Nous aurons bien voulu poser des questions à Ziva Postek, qui a monté le dernier film de Jean-Pierre Liédot, Israël, le voyage interdit, mais malheureusement, elle est malade et nous lui souhaitons un bon rétablissement bientôt. Alors, Jean-Pierre, vous êtes né à Tlemcen en 1947. Vous êtes juif de votre mère. Votre père était communiste de souche espagnole et vous étiez l'un des rares non-musulmans à rester en Algérie jusqu'aux années 1990. Pourquoi votre famille n'a-t-elle pas quitté en 1962 avec les Pieds Noirs et la grande majorité de la communauté juive? Et oui, Jean-Pierre? Oui, en fait, au moment de l'indépendance, en 1962, on habitait d'abord à Alger. Je suis né à Tlemcen, j'ai vécu mon enfance jusqu'à 10 ans à Oran, et puis en 1957, on a déménagé vers Alger parce que mon père avait été interdit du département de l'Oranie à cause de ses activités politiques, il était communiste. Et donc, en 62, alors, d'abord, dans la famille communiste, si vous voulez, en Algérie, il y avait 2 choses qui la caractérisaient. Elle était pour l'indépendance, pour que l'Algérie devienne indépendante, mais en même temps, son postulat, c'était que l'Algérie l'Algérie nouvelle, l'Algérie indépendante, devait être multiethnique, que les chrétiens donc et les juifs, qui formaient une population de 1 million, un peu plus d'1 million de personnes sur
10 millions l'ensemble, c'est-à-dire quand même 10%, devaient rester. Ça, c'était la théorie communiste, en quelque sorte. Or, il se trouve que la guerre d'Algérie a été menée par le FLN dans un sens, disons, dans un sens, pour préparer en quelque sorte le départ des non-musulmans, pour les forcer à partir d'eux-mêmes, entre guillemets, Et donc, ça, c'est ce qui va se passer. Au moment de l'indépendance, la majorité, quasiment presque tout le monde, les 1 million de personnes, vont quitter l'Algérie. Alors, parmi les communistes, non musulmans, c'est-à-dire les communistes juifs ou les communistes pieds noirs, il y avait la volonté de rester malgré tout, donc malgré le départ, il y avait une volonté de rester. Mais en 1963, c'est-à-dire une année après l'indépendance, il y a une nouvelle constitution et il y a une loi sur il y a la loi sur la nationalité qui dit textuellement qu'on est algérien lorsqu'on est musulman. Et sinon, si on n'est pas musulman, il faut faire des démarches auprès du ministère de la Justice, etc. Et alors, à ce moment-là, les communistes non musulmans se sont fâchés. Comment nous, on a participé à la guerre d'indépendance, on a été torturés, on a été mis en prison, on a été exilés, etc. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on nous dit. Alors, la grande majorité est partie et il est resté quelques exemplaires, comme mon père, par exemple, qui restait, à mon avis, c'est mon hypothèse, c'est qu'il ne voulait pas reconnaître une défaite, parce que toute sa vie, le communiste, c'était une Algérie multiethnique, et tout d'un coup, c'est autre chose. Alors, il n'a pas voulu admettre cela, et il a décidé de rester. Quand je dis il, c'est-à-dire que c'était surtout mon père qui était politisé. Ma mère, elle n'était pas politisée du tout. Et elle a dit à mon père, je me rappelle, en 62, et nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Toutes nos familles sont parties. C'est-à-dire du côté de mon père ou du côté de ma mère, tout le monde est parti. Donc il ne restait que nous. Et bon, voilà comment c'est passé. Bon, moi, j'avais 14 ans et demi au moment de l'indépendance. Et malgré ça, à ce moment-là, j'ai senti quand même une sorte d'angoisse, si vous voulez. J'ai dit à mon père, j'ai dit, mais nous, on ne parle pas en arabe à la maison, comment on va faire maintenant dans la vie? En fait, j'exprimais une inquiétude, je dirais, identitaire. Et mon père, bon, il m'a dit, tu vas apprendre l'arabe à l'école, il n'y a pas de problème. Voilà comment il a résolu le problème, mais le problème est resté. Mhm. Et est-ce que vous avez acquis la nationalité algérienne, la citoyenneté algérienne, n'étant pas musulman? Alors, mon père, il y avait un article dans le Code de la nationalité, il y avait un article pour les gens qui avaient participé d'une manière ou d'une autre à la guerre d'indépendance. Et donc, mon père a déposé le dossier auprès du ministère de la Justice, comme il le fallait, et au bout d'une année, il l'a obtenu. Alors, cela a eu une conséquence, c'est que moi, tant que j'étais mineur, à l'époque, on était majeur à 21 ans, tant que j'étais mineur, je pouvais bénéficier du papier de mon père pour avoir des passeports algériens. Mais après 21 ans, il fallait que je fasse la même démarche que mon père, sauf que pas avec l'article en question, parce que je n'avais pas participé, j'étais jeune. C'est selon un autre article. Et donc là, à ce moment-là, je vous dirai peut-être après, mais j'ai fait des études de cinéma à Moscou. Et comme j'étais un leader, disons, étudiant, et qu'on était contre le coup d'État et tout ça, en tant qu'étudiant, on a été mis sur des listes de la sécurité militaire et je n'ai pas pu rentrer en Algérie de Moscou jusqu'à la fin de mes études. Et donc, quand je suis rentré en 76, j'ai fait les mêmes démarches, enfin, j'ai rempli un dossier au ministère de la Justice et les années ont passé, 1 année, 2 années, 3 années, 4 années. Ils ne voulaient pas me la donner, en fait. Et par hasard, j'ai rencontré un ami un jour qui était avec moi au lycée
et qui était devenu un grand hématologue. Il m'a dit, mon père est secrétaire général au ministère de la Justice, il s'en va à la retraite dans un mois, vas-y vite. Alors je suis allé le lendemain et il a tout simplement pris mon dossier du fond de la corbeille et, et puis il a envoyé au président de la République pour qu'il mette sa signature. Et c'est comme ça que je suis devenu algérien. Jusqu'à présent d'ailleurs. C'est pour ça que si je retourne en Algérie, on me met en prison tout de suite parce qu'on n'a pas le droit de venir en Israël. Ah oui, c'est sûr. Alors, il me semble que pendant vos années au pays où vous étiez, en Algérie, vous étiez vraiment à la recherche de cette Algérie utopique, pluriethnique, que votre père voulait réaliser, n'est-ce pas? Oui, non, c'est-à-dire que, c'est-à-dire, c'est-à-dire que ce problème, tant que j'ai été en Algérie jusqu'en 1993, hein, c'est-à-dire ce qu'était devenu l'Algérie, c'est-à-dire l'Algérie réelle, l'Algérie concrète depuis 62, ce qu'elle était devenue, personne, et moi non plus, ne pouvait aborder réellement ce sujet par la parole ou bien par le cinéma, puisque je faisais du cinéma déjà en Algérie. Mais ça, c'était un thème complètement tabou, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé en 62? Pourquoi les gens sont partis massivement? Alors, la théorie officielle, y compris reprise par les communistes algériens, c'était que bon, il y avait eu l'OAS, que les gens avaient eu peur et paniqué, tout le monde était parti. Mais ça ne tient pas la route. Mais personne ne pouvait vraiment parler de ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le FLN, après, évidemment, je parlerai de ça plus tard. C'est lorsque je suis parti, j'ai quitté l'Algérie en 1993 parce que j'étais menacé par les islamistes et je me suis retrouvé donc en France. Et en France, à partir de ce moment-là où j'ai gagné une sorte de, par la distance, si vous voulez, qu'il y avait entre l'Algérie et moi désormais, j'ai pu peu à peu euh, aborder ce sujet. Voilà, ce problème de qu'est-ce qui s'est passé. Et j'ai donc en France, à partir de 93, fait plusieurs films, documentaires, essentiellement, où peu à peu, je me suis approché de ce sujet brûlant, en quelque sorte. Et le dernier film, c'est mon avant-dernier, là, voilà, c'est celui-là, Algérie, histoire à ne pas dire. C'est Alors, dans ce film que j'arrive à poser vraiment le problème. Mais c'est vraiment, il m'a fallu faire plusieurs films pour faire le deuil de cette Algérie dite multiethnique. Euh, Parce qu'à un moment donné, comme j'étais marié avec une Algérienne déjà au moment depuis Moscou, euh, je disais, bon, eh ben voilà, déjà avec notre union, en quelque sorte, elle arabe et moi non arabe, nous faisions symboliquement voilà, cette Algérie multiethnique. Bon, c'était en fait une manière d'esquiver la véritable réalité. alors nous, Et lorsque je vais aborder ce problème avec ce film, Algérie, histoire de ne pas dire, naturellement, il va être interdit en Algérie. Voilà. Je m'en doutais, évidemment. ouais. Alors, nous allons montrer un extrait de ce film. Et juste pour résumer un petit peu, c'est le caractère principal, le personnage principal, c'est un metteur en scène qui enquête, n'est-ce pas, ce massacre qui a eu lieu, c'est le jour de l'indépendance, n'est-ce pas, de l'Algérie. Alors, le film, il est composé en fait de 4 parties indépendantes les unes des autres, qui se passent dans des lieux, des villes différentes. Mais la caractéristique, ce qui rassemble les 4 parties, c'est qu'on raconte un massacre. Ce que l'on ne dit pas, c'est que la guerre d'Algérie a commencé par un massacre des non-musulmans et elle s'est terminée par un massacre des non-musulmans. Elle a commencé dans la région de Philippeville en 1955 et ça s'est terminé à Oran avec le massacre du 5 juillet 1962 avec plus de 700 morts répertoriés aujourd'hui, mais il y en a certainement le double. Et donc, chaque partie
La première partie parle de ce massacre de 55 dans la région de Philippeville à Constantine, c'est-à-dire dans l'est de l'Algérie. La deuxième partie se passe à Alger. On aborde le problème du terrorisme dirigé aussi contre les non-musulmans. Et la troisième partie, c'est pour parler de la mémoire liée aux Juifs. Et je parle de l'assassinat du chanteur et musicien Raymond Léris à Constantine. Donc, tout l'épisode lui est consacré. Et la quatrième partie, comme je l'ai dit, c'est Oran. Alors, dans chaque partie, il y a un personnage principal qui mène l'enquête. Ce n'est pas moi. Et dans la première partie, c'est un homme qui s'appelle Aziz Mouatz et qui est un agronome. Alors, je ne vais pas m'étendre maintenant sur les raisons particulières qui lui ont fait accepter de jouer ce rôle, si je puis dire, pour aller enquêter dans sa propre région. Mais en tout cas, vous allez voir une séquence où un chef, pardon, pas un chef, un membre d'un commando qui a agi ce jour-là, le 20 août 55, dans ce village-là qui s'appelle El Alia, qui était un village qui existait au-dessus d'une mine de fer, et c'était essentiellement des mineurs d'origine italienne qui habitaient là, parce que nous sommes dans l'est du pays, c'est plutôt les Italiens, alors que dans l'ouest, c'est plutôt les Espagnols. Et donc, il raconte qu'est-ce qu'il a fait en tant que membre du commando. Okay, bear with me a second. We've got 3 extracts and working off one computer, so I think this is the first one. For one side of the building is the safe. For No, another no, side no, of the no, building no. is the resident. Which one is it? Which one do C'est you pas want? ça, c'est pas ça. One of the road. The one C'est with pas the road. ça. Okay, No, no, c'est pas ça. give me a second. It's going to take a few seconds. I have to open. I can only have one film open at a time. Ça, c'est la bande-annonce Oui, c'est ça. du film sur Israël. It's this one. Yes, that's the one. Algérie, histoire ne veut pas dire. That's the one. Okay, that's right in there. Comme s'il lui faut apporter une nouvelle Oh, sorry, preuve one du second, rôle de son one oncle second. Yazid. Aziz tient à ce que nous allions aussi dans l'ex-petit village minier One d'Al second. You were, à quelques kilomètres de sorry, Skikda. sorry, give me a second. It's Là, this I use. où contrairement à Beni Malek, le 20 août 1955, à midi précisément, Give me a few seconds to get this sorted. On ne voit rien. Hein. On ne voit rien. Too many things at once, darling. Yeah. Okay. Let's get VLC. Where's my VLC? Here we are. Okay, take that back to the beginning. il faut apporter une nouvelle preuve du rôle de son oncle Yazid. Aziz tient à ce que nous allions aussi dans Okay. l'ex-petit village minier Sorry, d'Al coming in 1 second. à quelques kilomètres de Skikda. Ah, Là, voilà. où contrairement à Beni Malek, le 20 août 1955, à midi précisément, la règle s'était appliquée. Si tu as entendu parler de l'Algérie à peu près quand? Récemment, pratiquement depuis que les informations sont disponibles sur Internet. Parce que j'ai cherché des dossiers sur les événements du 20 août. Quand tu mets Philippeville 20 août, bon, c'est Al-Alia qui apparaît en premier. Donc, c'est là où j'ai pu accéder aux coupures de journaux de l'époque et du massacre d'Al-Alia. J'ai envie de savoir, parce que de toutes les façons, entre le 20 et le 23, il y a eu beaucoup de morts dans les deux camps. Je pense que c'est ce qui a exacerbé les passions entre les deux communautés.
كنا نحارش مع في الليل الصباح قال لنا متوجهين لعاليه نذبحوا القرد مزوجه. شكون اللي عطاكم الامر باش تدخلوا تهجموا على ابن عمي الامر جاء الهجوم كيما جا جالس كي دار كيما جا لهنا. كنتوا على بالكم من قبل 19 18 ولا حتى ل 20؟ ما على بالناش حتى لو 19 نهار من الجمعه مشينا العيشات في سبيل الله. خرجوا كل بالنساء عاد تنسات الزغرات والرجال جات اللي بالدلاميت واللي بالشواقر واللي يخسر في الباب واللي طايش في ليسانس على القبر واللي لقيناه ذبح واللي بالكحله واللي بالبشطوله واللي يذبح بالموس. وهما كانوا قاعدين ما كانوش على بالهم، ما كانوش يتوقعوا بلي تهجموا عليهم. ما على بالهمش. وكيف السر المطلوب كي كنتوا تتصرفوا معاهم؟ على السر المطلوب والطاعه التامه للرئاسه يعني للنظام. هذه عهد دينا العهد. الغالبيه اللي ماتت لتحت خاطر كلهم رجال ويخدموا تكنيسيا كل وكلهم ماتوا. كاين واحد راح ديسباري يضربوا واحد او مازال حل يضربوا جا هرب قالوا بسلام يعني بسلامة كبار يحرب ويضربوا بحجر نتاع بيريت لهنا حجر ثقيل طاح في الواد حطوه ديسباري. عدد القتلى في العاليه ما بين نساء ورجال 46 وواحد ديسباري 47. الدراري صغار ما قتلتوهمش؟ ما خلينا وين. وكنتوا تعرفوهم من قبل ولا ما تعرفوهم؟ نعرفوهم. تعرفوهم تخدموا معاهم وكل شيء؟ نعرفوهم. والامر قال لماذا نقتلوا يعني نساء والدراري؟ قال امرنا عارفوا الداوري يعني المعمر والفرنساوي تحكم فيها المراه لما تسمح في بلاصه اخرى باللي يذبحوا الدراري والنساء باش حتى القميط تقول ويا نرحلوا من الجزائر تاع ماليها تاع الجزائريين نروحوا لفرنسا تهزوا وتمشي لفرنسا باش نطرحوا لي مع الرجع باش ياكلوا بعض. من بعد كي تمت العمليه هذه درتوا اجتماع وشفتوا يعني وشنو هو النتيجه تاعو مع المسؤولين؟ مع المسؤولين هزينا ريبلينا واحد البلاصه جبل المدينه يقولوا روشيات كبار يقولوا جبل تاع المكبرته حين فيها الكبريت. تم دينا بوست نتاع واحد كان باتري حطينا صوت عرب من القاهره قال الجزائريين هجموا على الفرنساويين بالسلاح الابيض والسكاكيون. صوت عرب من القاهره خبل. هذه كانت كيما هكا في هذه تبنات شويه في هذه كيما هذه كانت بكري ما كاش. هذه كانت بكري ما كاش قليل زاد شويه على غير الديار اللي خاصين المعمرين. Alors, ce massacre, le FLN ne l'a jamais reconnu. Est-il dans les livres d'histoire? Oui, maintenant, il y a des témoignages. Il y a des témoignages et puis il y a un livre qui a été fait sur ça, et écrit, un très bon livre qui a été écrit par quelqu'un qui n'était pas historien de métier, mais qui l'est devenu. Il s'appelle Roger Vétillard. C'est les massacres du 20 août 1955. C'est un gros livre, très, très documenté, voilà, qui a été écrit avec les témoignages de beaucoup de monde. Ce film, bon, il a été interdit en Algérie, bon, bien sûr, parce que ça, j'imaginais bien qu'il allait être interdit, puisqu'on ne parle que des choses dont on ne parle jamais en Algérie. Et donc, personne ne peut imaginer faire un film pareil, ni moi, ni les autres réalisateurs. Et aujourd'hui, on est donc, le film a été terminé en 2007, interdit en 2007. Ça va faire bien plus que 15 ans. Il n'a jamais été projeté. Non. Alors en France, oui, en France, il est sorti dans les salles de cinéma, mais les télévisions, aucune télévision française n'a voulu acheter ce film, qui est pourtant sorti dans toutes les salles en France, qui a eu les meilleures critiques possibles, des plus grands journalistes de cinéma, comme Toubiana et d'autres. Mais voilà, il a été... on peut dire qu'il est aussi censuré par les télévisions françaises, parce qu'on peut dire que la France, aujourd'hui, par rapport à la guerre d'Algérie, elle épouse presque entièrement l'histoire officielle, les thèses de l'histoire officielle algérienne.
Mhm. Donc, il y a eu en 2012, il y avait le 50e anniversaire de l'indépendance. Maintenant, bientôt, il y aura le 60e anniversaire. Ils vont faire des choses grandioses en France, des tas de reportages, d'émissions, etc. Mais notre film, personne ne l'a demandé, personne ne l'a acheté. Voilà. Mhm. Alors, ce film, c'est Jérusalem qui a voulu le projeter, n'est-ce pas, au Festival de films, et vous avez reçu une invitation d'aller en Israël. Et quelle a été votre réaction quand vous avez eu cette invitation à montrer votre film à Jérusalem? Oui, bon, avec ce film, en fait, que vous venez de voir, enfin, dont vous avez vu un petit extrait, j'étais au Festival de Toronto et là, il y avait une délégation israélienne qui avait vu le film. Apparemment, ça leur avait plu et ils ont fait demander par quelqu'un, ils ne sont pas venus me voir directement, si je pouvais donner un DVD pour les sélectionneurs du Festival de Jérusalem. Bon, alors, j'avais pas osé refuser à la personne qui m'a demandé parce que je connaissais et je me suis dit: «De toute manière, le film, il sera pas sélectionné et puis, le problème s'arrête». Sauf que 3 mois après, j'ai reçu une invitation, du festival et non seulement la sélection, me disant que le film était sélectionné, mais aussi que j'étais moi-même invité. Parce que des fois, on n'est pas invité, c'est juste le film qui est sélectionné. Alors là, effectivement, ça m'a posé un problème de conscience, disons, parce que jusque-là, j'avais toujours été dans la posture, disons d'une certaine manière, du boycott d'Israël, même si j'ai jamais été, ça je le dis souvent, j'ai jamais été un militant acharné contre Israël. En Algérie d'abord, et c'est comme ça, je crois, dans pas mal de pays arabes, il n'y a pas vraiment d'organisations populaires, d'associations, etc., qui se mobilisent et tout ça contre Israël. C'est surtout en général les pouvoirs qui ont une agressivité comme ça. Et puis alors de temps en temps, évidemment, dans certaines occasions, il peut y avoir des manifestations, il peut y avoir des choses. Mais alors, bon, mais malgré tout, j'étais dans la posture d'avoir refusé Israël jusqu'alors. Et là, aller en Israël, ça posait un problème. Mais il s'est passé deux choses quand même avant. C'est que d'une part, ce film dont vous avez vu un extrait a été interdit par l'État. À partir de là, je suis devenu, parce que jusque-là, j'étais plus ou moins, je dirais, euh, j'étais notamment, il y avait eu cette guerre avec les islamistes à partir du début des années 90. Moi, j'étais un militant anti-islamiste. Je suis parti parce que j'étais réellement menacé de mort, mais j'ai continué à être un militant anti-islamiste. Donc, il y avait une certaine, je dirais, union entre les militants démocrates qui luttaient contre l'islamisme et, d'une certaine manière, le pouvoir, qui lui aussi était en partie contre les islamistes. Alors il y avait une sorte de protection, si je puis dire. Moi-même, avant de partir en France en 93, j'ai bénéficié pendant quelques semaines d'une protection policière. Il y avait 4 policiers dans une voiture près de chez moi. Mais à partir du moment où j'ai fait ce film, je devenais un traître. Et donc, y compris pour l'État algérien. Et donc, j'avais plus aucune protection de ce point de vue-là. Et d'autre part, disons que la deuxième chose, c'est qu'une fois que le film a été interdit, il y a énormément de gens qui étaient mes amis, communistes notamment, qui ont pris la plume pour m'attaquer dans les journaux par rapport à ce film où je montrais des choses qu'il n'aurait pas fallu que je montre, etc. Et au début, on m'a laissé leur répondre, mais après, on m'a aussi interdit mes réponses. Alors, je me suis dit, bon, Jean-Pierre, l'État te censure, les journaux te censurent, tes amis, là, pareillement. Alors maintenant, tu n'as plus d'attache avec personne et il faut réfléchir et te déterminer par rapport à toi-même. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, il faut que je vais y aller. Je vais y aller. Et si c'est comme Israël et comme je le pensais jusque-là, ben, je n'irai plus, ça sera fini, effectivement. Et puis si c'est pas tout à fait, si c'est pas comme ça, eh bien, je changerai d'opinion. Parce que comme je venais de sortir de cette épreuve avec le film,
tout ce qu'il y a dans mon film Algérie, histoire de ne pas dire, jamais moi-même je n'aurais pu oser le dire auparavant, même l'imaginer. Il a fallu que je fasse ce film, que j'entende les gens dire comment ils avaient fait cette guerre, pour que moi-même, ça me change. Ça me... Et donc, avec ce film, déjà, il se passe quelque chose en moi. Et donc, je me dis, si je n'avais pas fait ce film, ben bon, j'aurais continué à fonctionner toujours avec une mythologie de la révolution algérienne, la légitimité de la guerre pour le FLN, sans me demander comment elle s'est faite cette guerre, et quelle était la stratégie du FLN en faisant cette guerre de cette manière, c'est-à-dire en s'attaquant aux non-musulmans, aux civils, en fait, aux civils. Voilà. Et donc, j'ai pris cette décision, je suis arrivé en Israël, et puis effectivement, ce que j'ai vu ne correspondait pas à ce qu'on m'avait dit. Et effectivement, j'ai changé d'opinion vis-à-vis d'Israël. Et là va commencer pour moi une nouvelle étape dans ma vie, quoi. Mhm. Et donc, vous avez décidé de faire un voyage cinématographique pour découvrir Israël, n'est-ce pas? Et aussi votre propre identité, c'est ça? Oui, Oui. oui, c'est-à-dire que d'abord, pendant ce festival, bon, on n'a pas tellement le temps de voyager quand on est de circuler dans une ville. Quand on est dans un festival, il faut regarder les films et tout ça, mais quand même, j'ai circulé un tout petit peu autour. Et puis d'abord, j'ai commencé par être frappé par la diversité humaine dans les rues d'Israël, dans les rues de Jérusalem, là en l'occurrence. Donc, ça casse, déjà, sans pouvoir exprimer qu'est-ce que ça cassait en moi, mais ça cassait des choses, voilà. Cassait des préjugés, des idées reçues. Et puis, après aussi, quand je suis arrivé jusqu'au marché Mahane Yehuda, je me suis retrouvé dans ce marché un peu comme dans le marché juif d'Oran, parce que mon oncle, dont je parle souvent dans le film, parce que c'est le frère de ma mère, lui avait quitté l'Algérie en 61 pour Israël directement, mais quand il habitait à Oran, quand j'habitais aussi à Oran, donc jusqu'en 57, entre 55 et 57, puisque lui, il habitait à Tlemcen avant et il est arrivé envers 55 à Oran. Pendant 2 ans comme ça, quand j'allais chez lui, c'était juste à côté de ce marché juif d'Oran, grand marché juif d'Oran, près de l'Opéra. Et là, à Mahane Yehuda, Jérusalem, tout d'un coup, j'ai eu, à cause de la manière des gens, leur visage, et beaucoup de gens qui venaient des séfarades, effectivement, et j'ai eu l'impression de me retrouver 60 ans en arrière, hein. Donc là, je me suis dit, Jean-Pierre, il y a un problème, il y a un grand trou noir dans ta vie. Alors, quand on est cinéaste, évidemment, j'ai eu envie de remplir ce trou et de me demander qu'est-ce que c'était donc ce pays que j'avais ignoré pendant 60 ans. Et donc, à partir de là, quand je quitte le festival, je retourne à Paris pendant un certain temps. Et là, je lis énormément. Je suis resté 2 ans accroché à la médiathèque pour essayer de comprendre, parce que je ne savais absolument rien. Mais quand je dis absolument rien, c'est vraiment absolument rien. Et la guerre de 47-49, pour moi, c'était incompréhensible. Je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qui s'était passé. En Algérie, dans le monde arabe, pour parler de 48, on ne parle que du massacre de Dar Yassin. Il y a eu un massacre. Les Juifs ont massacré voilà, c'est ça. Si on demande à n'importe quel Arabe, qu'est-ce que c'est pour toi en 1948, c'est Dar Yassin. Voilà. Et donc, quand j'ai commencé à apprendre au fur et à mesure qu'est-ce que c'était Israël. Et évidemment, en plus, à partir de 2008, si vous voulez, puisque le festival s'est passé en 2008, je suis revenu souvent en Israël. J'ai rencontré énormément de monde et évidemment, sans le savoir, j'étais en train de préparer un nouveau film, tout simplement. Et à partir d'un moment, je l'ai fait d'une manière consciente et donc, Donc, effectivement. avec votre permission, on va passer la bande-annonce D'accord. de ce film qui est vraiment très, très long, n'est-ce pas? Il fait 11 heures de durée, c'est bien ça? En 4 parties différentes? Oui, oui. Le film est un film en 4 parties qui porte un titre général, Israël, le voyage interdit.
ce qui fait qu'en hébreu, c'est Israël, Amasa, Assur, hein, c'est ça. Et à l'intérieur, les 4 films sont en 3 langues, hein, en hébreu, en français ou en anglais. On peut choisir les sous-titres qu'on veut. Et donc, voilà. Donc, ce film va être terminé, on peut dire, en 2019. Voilà. Et en totalité, il fait 11 heures, mais les 4 parties sont entre 2h20 et 3h10. Le plus grand le 4e film fait 3h10 et le premier fait 2h20. Voilà. Donc, chaque film a un sous-titre. Le premier, c'est donc Kippour, après c'est Hanouka, après c'est Purim, et après le dernier, c'est Pessah. Oui, on va essayer de trouver le bon extrait. Which one is it? This one? No, you've just had that. That one? Yeah. Okay, that's ready. Okay, sorry, it takes a few seconds. We've only got one computer tonight, and we've got 3 extracts, all using the same software, so I've got to get it right. Alors, patientez un petit peu. Voilà. And the mountains of Jerusalem, the thinnest point between the sea and the West Bank, it's something like 20 kilometers. It's a very small piece of land, and so you understand the whole conflict. Mon oncle maternel avait quitté l'Algérie en 1961. Ce n'est pas lui que j'avais boycotté, mais le pays qu'il avait choisi. Les retardataires. אבל יש להם משהו מאוד משפחתי, את שמה לב? On May 14, 1948, the day David Ben-Gurion declared the creation of the state. Synagogues were set afire, Jewish shops and houses were pillaged, and thousands of Aleppo's Jews were forced to flee the country. What bugs me really is, until today, that we didn't say goodbye properly. I really never thought that I wouldn't see him anymore. Il est pas Maxime. Tonton, il est mort en quelle année? Ça fait 7 ans, il est mort. J'ai jamais entendu à la télévision algérienne le mot Israël. Mentalement, quand quelque chose n'a jamais été nommé, elle n'existe pas. Ça devient un lieu interdit, absolument interdit. The legitimacy stems for Zionists from Jews having lived here for thousands of years. I don't think you can really reach peace unless they come to understand the Jews also have a right. לעצמי ערבייה מוסלמית ישראלית גאה, ואין בה מלחמה, גם אלה שירוויחו מה יהיו הרוגים. יאללה, די כבר, בוא נתקדם. C'est la plus ancienne synagogue du monde. Il n'y a aucun endroit où on peut se sentir plus juif qu'un endroit où je me trouve. The peace with the Palestinians is possible? Yeah. If it was not possible, I was not living here. I go with my heart. I think everyone wants peace. Nawel, quand on sera près de la tombe, je te donnerai la caméra. We always know one day we come back. All the Jewish all over the world. Jewish culture managed to sustain the longing of Jews to their land. I would say if there's a characterization of the Jewish people, it's just the people that defeat time. Je n'étais pas sûr d'avoir obtenu le pardon des miens, mais malgré 50 ans d'indifférence, on m'avait ouvert la porte. D'Israël, je dus vite l'admettre. Il y a des citrons qui tombent du ciel, papa. Je ne savais rien. Oui. Le son est un peu difficile, hein, là. Je ne sais pas comment vous le recevez, mais... C'était parfait pour nous. Mais ce qui m'a frappé, c'est que d'abord, vous parliez des Juifs des pays arabes. Est-ce que ce thème a une grande importance dans votre film? Les Juifs du monde arabe, c'est quelque chose que leur histoire, c'est quelque chose que j'ignorais, bon, enfin, comme tout le reste de l'histoire juive que j'ignorais auparavant. Et donc, ce que je vais découvrir, c'est qu'il s'est passé pour les Juifs
du monde arabe à peu près ce qui s'est passé en Algérie finalement, d'une autre manière. Dans chaque pays, il y a eu des manières différentes, un peu différentes, mais en gros, c'était toujours une sorte de politique de terreur qui poussait les gens à partir. Et dans certains pays, on les a quasiment mis dehors, comme à différents moments en Égypte ou bien en Irak, alors qu'en Algérie, apparemment, les gens sont partis d'eux-mêmes, ce qui est faux, évidemment, puisque pendant toute la guerre, il y a eu une politique, comme je disais tout à l'heure, disons, de terrorisme qui a finalement poussé les gens à partir en 62 en Algérie. Mais pour le monde arabe, donc, c'est quelque chose que je vais découvrir lorsque je viens en Israël, lorsque je lis des livres, etc., je prends conscience de ce problème. Et donc, la deuxième partie du film, qui s'appelle donc Hanouka, c'est dans cette partie que je voyage, si on peut dire, dans la mémoire juive du monde arabe. Alors que le premier film, si vous voulez, comme c'est mon entrée en Israël, j'entre par la porte naturelle qui est celle des Juifs d'Algérie. Donc, des Juifs d'Algérie, on en voit beaucoup dans le premier film. Par contre, le deuxième, c'est plutôt, effectivement, alors là, il y a des Égyptiens, il y a des Irakiens, et notamment, je vais aller rencontrer un journaliste juif irakien qui avait été communiste. Donc, je voulais trouver un alter ego, en quelque sorte, pour savoir comment ça s'était passé pour lui. C'est-à-dire, on avait eu la même origine communiste, et comment ça s'était passé pour lui, comment est-il arrivé en Israël, comment s'est-il défait de cette idéologie antisioniste. Donc voilà, c'est une très belle séquence dans le film. C'est bien Salim Fatal, n'est-ce pas? Salim Fatal, oui, effectivement. Il est mort. Il nous a fait des conférences pour Harif dans le temps. Oui, malheureusement, il est mort. On va passer 3 extraits pour voir plus en profondeur des thèmes de votre film. Mais peut-être que c'est quand même mieux de montrer pas les 3 d'un coup. Il faut s'arrêter après. Non, on va s'arrêter. Donc, le premier, comme vous dites, c'est l'entrée. Le premier, normalement, c'est comme ça que commence le premier film qui s'appelle Kippour. C'est vraiment le début du film, hein, normalement. Hein, on va voir, mais je pense que c'est comme ça. Ça a été traduit, on voit la traduction. Le film est en général parlé en français, puisque c'est moi qui mène ce voyage, qui fait ce voyage. Mais dans ces extraits, il y a des sous-titres en anglais et en hébreu en même temps. Alors que dans le DVD, si vous voulez, il y a une version anglaise séparée, une version hébreu séparée, une version française séparée. Très bien. Bon. Can you put on the next? Film? Yes, I think I've got it ready. Not Is that one? Take it through to about there. Yeah. Mon oncle maternel avait quitté l'Algérie en 1961. J'avais 13 ans. Et depuis, je n'avais plus eu de relation, ni avec lui, ni avec sa famille. Je n'étais pas non plus allé à son enterrement.
il y a 10 ans. Je l'aimais pourtant. Ce n'est donc pas lui que j'avais boycotté, mais le pays qu'il avait choisi, Israël. Qu'est-ce qui, durant plus de 50 ans, m'avait empêché? Dès que je mis les pieds sur cette terre, la première fois, un mot jaillit. Sha'bab. Je l'avais complètement oublié. Sha'bab. C'est un Sha'bab, celui-là. Ma mère désignait ainsi les mauvaises gens. Sha'bab, je venais de l'apprendre, ça venait de l'hébreu. Tish Av, le 9 du mois d'Av dans le calendrier juif. Ce jour-là, le premier et le deuxième temple des Juifs avaient été détruits. Le premier par les Babyloniens en moins 586 et le deuxième par les Romains en l'an 70 de l'ère commune. Et depuis, les Juifs du monde entier se lamentent d'année en année à Tisha B'Av. אשכח את ירושלים, תשכח ימיני. נדבק לשוני לחיכים לא אזכרכי. לא עלק ירושלים על ראש שמחתי, זכור אדוני. נבנה עדו. יקל ויתקדש שמי רבה. על מה דיברה פרוטי ועמלי מרתי לעצמה, פורטני וקרם משמי. חי יכול ובימכון, חי דכון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ינו אמן. Appelé mur des lamentations par les chrétiens, le Kotel n'était pour les Juifs qu'un des 4 murs du temple, le mur occidental. On peut arrêter là. Ouais. Oui, on arrête là. Just stop there. That's the beginning of the, voilà. Just stop share for a second. And then we'll come back to it. Oui, alors ça c'était votre connexion à votre identité juive, ce mot-là, Chabab. Oui, d'abord une question. Telle que moi je vois les images, c'est très saccadé. C'est comme ça pour tout le monde? Oui, je crois que avec les films, c'est souvent comme ça. Ah ouais. Malheureusement sur Zoom. Ouais. Ouais, bon, alors il faut que les spectateurs sachent que le film c'est quand même un peu mieux que ce que vous voyez là. Hein. Oui, non. Parce que même le son est saccadé. Alors bon, c'est un problème. Mais bon.
Bon. Oui, alors, le film, il commence comme ça, avec ce mot, effectivement, que j'entendais souvent chez ma mère, parce que, mais que j'avais compris plus ou moins qu'elle le destinait, comme je le dis dans le film, aux mauvaises gens, mais je ne savais pas du tout qu'est-ce que ça voulait dire précisément. Et puis en plus, avec le temps, ma mère est morte en 1995. Et donc, depuis cette époque, de toute manière, depuis longtemps, j'avais plus entendu ce mot, je l'avais complètement oublié. Et un jour, quand je voyageais, justement, j'étais venu plusieurs fois avant de commencer à tourner. Depuis 2008, j'étais venu très souvent, en 2009, en 2010, en 2011, etc. Et donc, un jour, je mangeais avec une amie et puis je lui dis, tout d'un coup, ce mot m'est revenu. Voilà. Je lui dis, est-ce que tu connais ce mot? Alors elle a rigolé parce qu'elle venait d'Algérie aussi et elle me dit, mais c'est comme ça. Oui, c'est Tisha B'Av. Ah. Alors Tisha B'Av, je savais déjà qu'est-ce que c'était parce que j'avais lu des livres sur Tisha B'Av, mais je n'avais pas fait la relation entre Tisha B'Av et Tisha B'Av. Oui. Et du coup, alors moi qui me disais que ma mère ne m'avait rien transmis parce que bon, ma mère faisait Shabbat, faisait le Kippour, mais rien d'autre. C'est pas une intellectuelle. Voilà, c'est déjà beaucoup, hein, Shabbat et Kippour. Voilà, donc elle m'avait jamais rien raconté de particulier par rapport à l'histoire juive. Et tout d'un coup, avec ce mot, c'était toute l'histoire juive était dans ce mot finalement, puisque c'est la destruction du premier temple, considérée comme étant aussi la date de la destruction du second temple. Et puis jusqu'à présent, les gens qui commémorent cette date, c'est un événement, donc c'est quelque chose de très impressionnant. Voilà. Donc, bon. Alors, on va passer au deuxième extrait et là, nous allons voir un personnage très important et même exceptionnel, je dirais. C'est Boualem Salem qui… Boualem Sansal. Sansal. Alors attendez, je voulais dire encore un mot. Je voulais dire encore un mot par rapport au précédent. C'est que, si vous voulez, quand j'ai commencé à me plonger dans cette histoire d'Israël, il y a une chose qui m'est venue assez vite, c'est de me dire que Israël et ce qu'elle était, son existence, son identité, ses problèmes, ses conflits, se concentrer dans cet espace qu'on appelle pour les Juifs le monde du Temple et que l'on appelle l'esplanade des mosquées. Alors il y aura un troisième extrait où il y aura ça, mais je veux dire que avant de commencer le film, je me disais il faudrait que, je ne savais pas si le film serait long, pas long, s'il allait être en 4 parties ou en une partie, mais je me disais, il faudra que peu à peu, on arrive à l'essentiel, c'est-à-dire à ce monde du temple qui résume tous les problèmes. Et finalement, le film s'est fait un peu autrement. On a commencé par ça. On a commencé par ce monde du temple. Et ce monde du temple, dans les 4 films, c'est quelque chose c'est un espace central, je dirais, parce qu'il apparaît quasiment dans tous les films. C'est quelque chose, il se passe quelque chose d'important. Et je crois que, y compris en Israël, il y a pas mal de gens qui n'arrivent pas à comprendre ça. Oui. Alors, Boualem Sansal, pour ceux qui ne savent pas, c'est un grand écrivain algérien, non juif, et qui est absolument remarquable, comme vous allez voir, et que vous avez rencontré, n'est-ce pas, en Israël? Non? Oui, il avait été invité au Salon du Livre à Jérusalem, Salon du Livre international, et il était d'ailleurs un invité d'honneur, donc avec un poids particulier. C'était au mois de mai 2012. J'en profite pour dire que tout le film, quasiment, toutes les images ont été tournées en 2012. Hein. Oui. Sur un espace de 9 mois.
à peu près, et pendant à peu près 12 semaines de tournage, mais réparties sur 9 mois. On a commencé en avril 2012 et on a terminé en décembre. Pour avoir toutes les fêtes aussi, hein, pour avoir Pessah, pour avoir Hanouka, pour avoir... Et donc, Boilem, je le connaissais déjà, c'est un ami, et donc, quand je lui ai proposé d'être filmé, il a accepté tout de suite. Et donc, c'est la première fois qu'il venait en Israël. Et donc, tout ce que vous allez voir là, c'est passé comme ça. Il va découvrir avec ses yeux, et il va réagir tout de suite. Et on en parlera tout à l'heure. Très bien. Avec ma productrice, nous allions rencontrer mon ami Boilem Sansal, invité d'honneur du Festival international du livre, le célèbre écrivain arrivé d'Alger. Sa venue a déjà été condamnée par le Hamas et par beaucoup de dirigeants et d'intellectuels arabes. Les ambassadeurs du monde arabe en France refuseront même de lui remettre le prix du roman arabe, qui vient de lui être attribué à Paris. Ouais, c'est très émouvant tout ça. Hein. C'est le centre du monde. Hein. On est au centre du monde. Hein. Et ça, je ne connais pas du tout. Ça, le truc, ça, c'est Al-Aqsa. Ah, c'est ça. Non, le dôme, ça, c'est ça. Le dôme du rocher. Oui, et ça, c'est Al-Aqsa. C'est la fameuse mosquée Al-Aqsa. Je ne la situais pas du tout là. Je la situais collée. Là, ça va être vraiment des religions. Hein. C'est la première fois que tu viens. Mais j'imaginais, c'est pas seulement la première fois, c'est-à-dire que j'ai jamais imaginé qu'un jour je serais. Ça. C'est quand même drôle de penser qu'on n'a jamais pensé qu'on irait dans un endroit, et qu'on se retrouve dans cet endroit. Parce que pour tous les autres endroits du monde, j'ai toujours pensé qu'un jour ou l'autre j'irai. Qu'un jour j'irai sur la muraille de Chine, qu'un jour j'irai voir, je ne sais pas moi, des endroits comme ça. Mais là, non, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi tu penses Je sais pas, parce qu'il y a eu de tels clivages idéologiques que tu te dis, ça ne se fera jamais, qu'il n'y aura jamais d'avion qui partirait d'Alger pour venir à Jérusalem. Et que voilà. C'est incroyable, c'est formidable. Moi, je suis en train d'imaginer, dans le contexte d'aujourd'hui, quel Algérien ferait ce voyage que je viens de faire moi. Je n'imagine pas. Il y a eu un tel matraquage. Tu sais que depuis 1962, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, les informations que j'ai à la télévision en Algérie ouvrent sur l'entité sioniste. Tu t'imagines pas un seul instant qu'un jour tu serais amené à aller chez l'entité sioniste. Ça n'a même pas de nom. Hein. Non, ça n'a pas de nom. Moi, j'ai jamais entendu à la télévision algérienne le mot
Israël, c'est l'entité sioniste. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ou la puissance occupante, on fait des trucs comme ça. Il y a, où on parle des territoires occupés. Donc le mot Israël est absent. Pourtant, il y a eu le royaume d'Israël. Oui, voilà. Donc mentalement, quand quelque chose n'a jamais été nommé, ben, il n'existe pas. Ça devient un lieu interdit, absolument interdit. Bon, puis on n'y pense pas tout simplement. Et donc, t'as pas peur? La peur, moi, je ne la connais pas beaucoup, hein, parce que avoir peur, c'est déjà accepter l'idéologie de l'autre. Si j'avais peur, ça veut dire que quelque part, j'ai dit, il a quand même raison dans sa condamnation, et que j'ai transgressé. Mais c'est lui qui transgresse, c'est pas moi. C'est lui qui transgresse, mais de quel droit se permet-il de dire je dois faire ceci ou pas cela? De quel droit? C'est lui qui fait une transgression. Moi, non. Moi, je suis en accord avec moi-même. On m'a invité, je viens, parce que... et puis d'abord, voilà, moi, tout clairement, j'aime Israël. Tout clairement. Donc, on va là où on aime. Si je n'aimais pas, ben, je ne serais pas venu. Mais ce ne serait pas idéologique. Il y a une longue culture de l'antisémitisme, quand même à la base, c'est ça. Hein. Parce que si ce n'était que le conflit israélo-palestinien, notamment dans le Maghreb, il aurait été pris comme le conflit libano-syrien. Voilà, c'est un problème de territoire, un problème politique. Donc là, on a greffé ce que l'imaginaire a fait remonter dans la surface de toute une histoire de 14 siècles de discours, c'est ça qui fait que c'est complexe, qu'il n'arrive pas. Parce que si c'était un problème de territoire, il n'y aurait pas vraiment de problème. Les gens viendraient, les gens, on n'est pas d'accord avec eux, mais on y va. Les Algériens détestent la France, mais ils y vont tous, tous les jours. Donc, parce qu'il n'y a pas de, on va dire, antichristianisme ou quelque chose de vraiment profond. Alors que là, ça vient de la culture probablement coranique. Voilà, donc... Mais tu sais, quand j'ai lu ton livre, Les villages de l'Allemand, je ne connaissais pas Jean-Pierre. Et je me suis dit, waouh, c'est un arabe qui a des connaissances telles sur la Shoah. Et je me suis dit, alors là, on a de chances de faire la paix. Mais est-ce qu'il y en a d'autres personnes comme toi? Je veux dire, j'étais étonnée, parce que d'habitude, les Arabes dans le pays connaissent très très mal, sauf une toute petite minorité. Voilà, ils pensent que ça n'existe pas, que ça a été exagéré. Oui, mais je me disais, on fera la paix alors. S'il y a... Je ne savais pas qu'il y avait un homme. Est-ce que vraiment tu es seule? Oui. J'adore quand il perd sa kippa. Oui, il perd la kippa, mais là on ne voyait pas, il court derrière la kippa qui vole avec le vent. Ouais. Oui, pour dire à ceux qui veulent lire le livre de Boulam Sansal en anglais, ça s'appelle An Unfinished Business. En français, c'est l'allemand du village, je crois. Le village de l'allemand. Le village de l'allemand, voilà, c'est ça. Le village de l'allemand, oui. Oui, il faut que, si vous voulez commencer à lire, il vaut mieux commencer à lire ce livre-là, le voyage de l'allemand. Alors, si vous voulez, cette séquence avec Boulam, d'abord, je voudrais dire qu'il y a pas mal d'intellectuels arabes qui viennent en Israël.
Et j'utilise quand ils ont un double passeport ou bien tout simplement les ambassades d'Israël en Europe peuvent donner des visas en papier qui ne sont pas marqués sur le passeport. Alors il y a comme ça des intellectuels du monde arabe qui sont venus peut-être assez nombreux même en Israël, mais ils ne le disent jamais. Avec la différence avec Boualem Sansal, c'est qu'il l'a dit, effectivement, c'était tout à fait un événement international, ce salon du livre, et puis il habite en Algérie, donc c'est ça qui était important. Alors, cet épisode, pour moi, il est intéressant parce que avec Boualem, en quelques phrases, en quelque sorte, il est arrivé à faire le tableau, en quelque sorte, de la compréhension, de la vision d'Israël dans le monde arabe. Voilà. Et avec lui, donc, avec cette séquence qui dure, disons, quelques minutes, ça me permettait de dire aux spectateurs, voilà de quel pays je viens. Voilà. Je n'avais pas besoin de le dire moi-même. Si je n'avais pas eu cette séquence avec Boualem, il aurait fallu que je trouve différentes méthodes et peut-être un commentaire pour dire tout ce qu'il dit, en fait. Évidemment, c'était beaucoup mieux que ce soit lui qui le dise. Donc voilà, c'est l'importance pour moi de cette séquence. Dans cette séquence, vous voyez aussi Ziva Postek qui parle avec Boualem. Alors, elle est présentée dans cet épisode comme étant ma productrice. Alors, elle a en fait plusieurs casquettes dans ce film. En fait, elle est aussi un personnage secondaire, certes, mais un personnage quand même qui intervient à titre personnel et puis aussi en tant que traductrice. C'est-à-dire que lorsque on avait des séquences qu'on devait mener en hébreu, donc il fallait que j'ai un traducteur et donc je n'ai pas voulu refaire, si vous voulez, comme dans Shoah, justement, avec Claude Lanzmann, qui utilise des traductrices professionnelles, mais qu'on ne voit quasiment pas et qui n'ont aucun rôle. Et moi, je voulais justement que le personnage, entre guillemets, de la traductrice soit un vrai personnage voilà, qui soit pas justement comme Ziva. C'est pas une traductrice donc professionnelle, puisque sa profession, ça a été de faire du cinéma. D'abord pendant très longtemps du montage, en France essentiellement, où elle a passé 25 ans de sa vie, puisqu'elle a quitté Tel Aviv où elle est née quand elle avait 20 ans. Et puis, elle est revenue 25 ans après, juste après avoir terminé le montage du film Shoah. Elle avait monté déjà le premier film avant de Claude Lanzmann qui s'appelle Pourquoi Israël, et puis ensuite Shoah. Alors, il y a un film qui a été fait sur elle, qui s'appelle Ziva Postek derrière le montage de Shoah, la monteuse derrière Shoah, et où, disons, on peut apprendre beaucoup plus, disons, de sa vie que dans le film. Mais voilà, donc... Très bien. Et donc, elle a été, effectivement, j'ajoute une dernière chose, elle a été effectivement la monteuse, évidemment, de ce film. De ce film. Oui. Donc, elle a réduit des heures et des heures oui, de moi, film à 11 heures, c'est ça? J'avais tourné 250 heures, puis on a ajouté encore par-ci par-là des images par la suite. Mais en 2012, j'avais déjà tourné 250 heures. Et moi-même, ça m'affolait parce que je me disais comment on va faire. J'imaginais pas qu'on allait faire un film en quatre parties comme ça. Et donc, le fait que Ziva, qui avait cette expérience, disons, de la longueur, puisque Shoah fait aussi, c'est un film où il y avait 350 heures de rush et il y avait 9h30 de film. Donc, avec cette expérience, le fait que ça m'a permis d'avoir moins peur, en fait, disons, d'écarter cette peur, cette angoisse que j'avais au tout début et disons, d'aborder franchement
le fait que le film allait être long et qu'il allait être d'abord, je pensais, 3 parties, ensuite devenu 4 parties, et d'aborder ça d'une manière, disons, non plus avec une source disons, d'angoisse, mais avec une source positive. Donc ça, je peux dire que c'est essentiellement ça qu'elle a apporté au film, en dehors de tout l'aspect, disons, concrète, si vous voulez, du montage du film, le rythme du film, la manière dont les personnages s'expriment, etc. Donc c'était un travail, comme elle le dit, de dentelle, et je pense qu'il faut lui rendre un grand hommage. Voilà. Oui, un grand hommage à Ziva. Bon, alors, le troisième extrait traite du déni, n'est-ce pas, de ce monde du temple à Jérusalem, de l'histoire juive à Jérusalem, en quelque sorte. On va vous le montrer. Alors, juste un petit mot pour contextualiser, si vous voulez, c'est que juste avant, nous avions une séquence avec l'archéologue qui s'appelle Gabi Barkay, parce que sur ce mont du Temple, à côté de la mosquée El Aqsa, il y avait ce qu'on appelait les écuries de Salomon, hein, qui avaient été utilisées comme ça du temps des chrétiens, du temps des... Et donc, les autorités musulmanes, en 1996, ont décidé de les utiliser pour en faire une mosquée qui contient encore beaucoup plus que El Aqsa. Et pour faire ça, il y avait l'esplanade comme ça, et il fallait creuser sur 12 mètres de profondeur pour faire des escaliers, et toute cette terre, c'est-à-dire des milliers de mètres cubes, toute cette terre, ils l'ont quasiment jetée. Et donc, un jour, il y a des archéologues qui se sont aperçus, et alors Gabi Barkay, par la suite, a récupéré toute cette terre. Ils l'ont emmené dans un endroit qui est en dessous du mont Scopus, en dessous de l'université de Jérusalem. Et là, ils ont installé leur tente d'archéologues. Et alors, depuis jusqu'à maintenant, ils continuent d'examiner saut de terre après saut de terre, voilà, et ils trouvent des choses très importantes. Et donc, cette séquence vient juste après. Okay. Vous allez voir en descendant les escaliers, vous allez voir, c'est toutes ces escaliers, la terre de ces escaliers qui a été enlevée. Voilà, là. Et celle qui descend, les escaliers, c'est ma fille. Bon, on n'en a pas parlé, on va en parler après. Oui. We are from France. Wow, it's big, huh? When was it built? Before 1,350 years ago. Al-Marwani. Marwani, yes. But they opened it new in 1996. 15 years ago. Okay, and it has been built when? 1,350 years ago. And Mosque Al-Aqsa, when was it built? In same time, time of Umayyad. But this is the built first, before that. Ah. Mais quand c'est qu'il y a eu les constructions, quand ils ont enlevé la terre pour faire la mosquée? In 1996, they have built something else. An extension, no? 1996, no? They have not built... It was be closing. This place, we was closing around 900 years. They never used. It was underground and they was be pulling with the earth and dirty thing. They opened it just in 1996. They clean it and make it as a mosque. Ah.
So before it was not a mosque. It was a mosque, but they was closing. It was closed. Yeah. C'est pas ça qu'on appelle les écuries de Salomon. No, not Solomon. This is the Jewish. They try to call it stable of Solomon, but this is not the stable of Solomon. This is when they built it as a mosque. The Crusader, when they came, they used Crusader, the Christians. The Christians. The Crusader, they use it as a stable for horses for 87 years. Then Salah ad-Din Ayyubi came and returned it back as a mosque. And from that time, 900 years, they was closing. They never be used. So it was not. It has never been Solomon. No, not Solomon. All that's they built in time of Umayyad. Yeah. Not in time of Juju. No. It was when in time of Islam. It was a mountain here, no buildings. So what they was here, it was part of the stone. And this is as a building, all built in time of Umayyad, just 1,350 years ago. Before Islam, there was not anything. Nothing. It was a mountain, the place they call the Maraya, the Karbi, they was throwing on. It's under the Romans. It was no building. So when Umar bin Khattab came, they opened it. They see the place where Rasul was praying. He ordered to build the mosque. So this mosque, it was built after Umar bin Khattab in time of Umayyad, Abdul Malik ibn Marwan. And who has financed all these works? Jordan, the King Hussein. Okay. This place in still, 96. Yeah, this place is still under the Jordan government. Was taking care, and it was until now they pay for all the people who's working here. Alaikum assalam. Alaikum assalam. How many people can enter? Around 12,000 persons they can raise. 12,000. And in Al-Aqsa? Aqsa between 9 to 10,000. Lorsque j'appris que ce que l'on appelle l'esplanade des mosquées est en fait le mont du temple juif, mon univers bascula. Bâti par le roi Salomon il y a 3000 ans, rebâti dans ses dimensions actuelles par le roi Hérode le Grand, il y a plus de 2000 ans, détruit par les Romains en l'an 70, ce lieu est conquis au 7e siècle par les musulmans qui lui substituent le Haram el-Sherif, le dôme du rocher. Ouais. Alors, ce que je peux dire par rapport à cette séquence, en dehors de vos questions, d'abord, il faut savoir donc cette esplanade, pour ceux qui ont été déjà, qui connaissent cet endroit, toute cette esplanade a été réalisée du temps du roi Hérode. Et comme au milieu, il y avait du côté de là où il y a le dôme du rocher, c'était le mont Moria, et donc c'était le sommet, et ensuite ça descend. Alors, il y avait deux manières, il y avait deux techniques possibles. C'était soit de remblayer avec de la terre pour mettre
pour faire l'esplanade. Mais ça demandait un travail gigantesque parce que ça descend rapidement. Soit d'utiliser la technique qui a été utilisée, c'est-à-dire de faire des arches. Qui permettent de soutenir la plaque, en quelque sorte, de l'esplanade. Et c'est pour ça que l'on voit là des arches. Alors on croit, les musulmans, parce que dans certaines mosquées, il y a aussi des arches, et les musulmans peuvent croire qu'effectivement, c'était une mosquée dès le départ, comme il le dit ce gardien, ce qui n'est absolument pas le cas. Ensuite, il y a une deuxième chose qu'il faut que je dise, parce que ce que vous voyez là, ces extraits ont été faits tout à fait au début. Il y a eu des petites évolutions après. Notamment, j'ai oublié de vous le dire, mais dans la première partie, quand on a montré le premier extrait, vous avez vu les producteurs, il y a marqué Ziva Postek Film et puis 4 Productions. 4 Productions, c'est une boîte française et le gars nous a lâchés. Au bout de la première partie, il nous a lâchés et donc on a créé avec ma fille une boîte en France qui s'appelle Nawel Film, le prénom de ma fille. Et donc aujourd'hui, le générique indique que ça a été coproduit par Ziva Postek Film et Nawel Film. Oui. Ensuite, par rapport à cet épisode, il y a aussi une petite modification. Pourquoi? Parce que quand je parle avec le gardien, comme vous l'avez entendu, il dit non, tout a commencé avec l'islam, d'accord? Il n'y avait rien avant l'islam. Mais il évoque le nom de Maraya, la montagne Maraya. Et alors, sur le moment où j'ai filmé, je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire en arabe. Parce qu'en arabe, Maraya, c'est le miroir. Et je ne voyais pas qu'est-ce que ça venait foutre, le miroir, dans la discussion qu'on avait. Et je n'arrivais pas à comprendre. Ce n'est que par la suite, un jour, pendant qu'on était encore en train de monter le film, tout d'un coup, je me suis dit, mais Maraya, c'est le mot Moria. C'est la prononciation en arabe de Moria. Alors, d'un coup, d'un côté, il disait, ça mettait en valeur la contradiction encore, la manipulation. Lui, c'est un pauvre type, hein, c'est un pauvre gardien à qui on a appris et qui répète comme un perroquet ce qu'on lui a appris. Mais voilà. D'un côté, il dit qu'il n'y a rien eu avant l'islam, mais il utilise le mot Moria qui se trouve en fait dans la Bible. C'est par la Bible que l'on connaît le nom de cette montagne. Bon, voilà. Cet épisode montre comment l'histoire est complètement manipulée dans le monde musulman et aujourd'hui par les Palestiniens que moi j'appelle les Falestiniens, parce qu'en arabe on disait Falestini, on ne dit pas le P n'existe pas. Et voilà, donc oui. Vous savez, il existe dans mon livre Le voyage interdit, Alger, Jérusalem, je donne beaucoup d'informations sur des livres ou des extraits dans les notes notamment de livres écrits par des Arabes, des historiens du Xe siècle et même avant, ils disent tous, mais très tard encore, qui disent tous que cet endroit avait été construit par le premier temple par Salomon, qui disent que David y avait il avait mis l'autel, premier autel sur le mont Moria. Alors, jusque très tard, au XXe siècle même, on reconnaissait que voilà. Et le mur dit des Lamentations, le Kotel, les Arabes maintenant et les Palestiniens, ils ont fait ça, approuvé ça par l'UNESCO, c'est grave. C'est le mur de Bourak. Le mur de Bourak, pourquoi? Parce que dans le Coran, il y a un épisode où on raconte le rêve, je dis bien le rêve, c'est comme ça dans le Coran, du prophète qui, sur son cheval ailé, arrive jusqu'à la mosquée El-Aqsa. Mais dans le Coran, on ne dit pas que c'est Jérusalem. On ne dit pas que c'est Jérusalem. Mais aujourd'hui, tout le monde interprète ça, tous les Arabes et les musulmans interprètent ça comme si c'était le mont de Jérusalem. Et donc,
le mur de Bourak, même si on prend des ouvrages du passé, d'historiens ou même d'autres, on n'appelle jamais ce mur occidental, on l'appelle jamais le mur de Bourak, parce que les musulmans vont prier contre le mur, contre ce mur extérieur, mais pas le mur occidental. Il y a différents endroits, oriental, le sud, etc., où on verra des Arabes prier, mais pas devant le Kotel. Or maintenant, d'après l'UNESCO, eh bien, c'est le mur occidental lui-même qui s'appelle le mur de Bourak. Alors, ma dernière question vraiment concerne votre fille. Comment a-t-elle réagi quand son père a soudain décidé d'aller vivre en Israël, tandis qu'elle est d'origine algérienne, sa mère est algérienne, est-ce qu'elle a eu une crise d'identité, elle aussi? Alors, comment ça s'est passé? C'était déjà, ça a commencé, si vous voulez, le rapport à Israël a commencé avec la présentation du film au Festival de Jérusalem en 2008. Elle était aussi concernée que moi parce que, bon, dès que j'ai appris qu'on était invité, donc j'en ai parlé et moi j'hésitais. Et puis ma fille, elle a tout de suite dit il faut y aller. Il faut y aller, mais elle avait ses raisons. Ses raisons, c'était qu'elle exprimait. Surtout, c'était on a de la famille en Israël, on ne la connaît pas, c'est le moment ou jamais, c'est une belle occasion, il faut y aller, voilà. Alors, par la suite, ce qu'elle va exprimer et qui l'a aussi poussé à dire qu'il fallait y aller en Israël, c'est qu'effectivement, depuis son jeune âge, elle savait qu'elle avait une part juive, mais en même temps, comme on n'en parlait quasiment jamais, c'était quelque chose qui est resté comme ça, comme quelque chose, un mystère en quelque sorte qu'elle voulait élucider. Et donc, pour elle, son encouragement à venir au festival avait cette dimension aussi de découvrir cette partie d'elle-même qu'elle ne connaissait pas. Voilà. Et donc, quand je décide de faire le film, elle me demande tout de suite qu'elle aimerait y participer. Elle me dit tout de suite qu'elle aimerait y participer. Bon, alors je me suis dit, j'ai réfléchi un peu comment ça pouvait se faire sur le plan cinématographique, quelle place elle pourrait avoir dans le film, etc. Et du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Alors, elle va m'accompagner pendant tout le film, elle va faire le voyage avec moi, elle aura sa propre autonomie, elle pourra dire ce qu'elle a envie de dire, elle pourra réagir comme elle a envie de réagir. Et vraiment, dans le film, je lui ai donné absolument aucune indication. Quelquefois, dans mes films précédents, documentaires, des fois, on est obligé de dire au personnage, attention, l'image, elle est comme ça, Là, avec ma fille, j'ai absolument rien voulu dire. Et donc, ça a posé des fois quelques problèmes à Ziva, justement, parce que des fois, avant d'arriver à la chose essentielle qu'elle voulait dire, elle passait par beaucoup disons, d'autres étapes, disons, et donc, voilà. Mais elle a donc participé à tout le film, elle a participé quasiment à tout le tournage du film, et dans le film, elle m'accompagne, et comme elle est, disons, d'une génération donc, plus jeune, donc je me suis dit aussi que à travers elle, peut-être, il y aurait des jeunes de sa génération qui marcherait en quelque sorte mieux avec elle qu'avec ma propre quête, et que c'était aussi une manière de toucher des plus jeunes avec le film. Super. Alors, on se parle pendant 1h30 et merci à tout le monde qui est toujours là. Donc, peut-être on doit terminer la séance maintenant. Seulement, je voudrais savoir, Jean-Pierre, où est-ce qu'on peut voir ce film? Est-ce que vous avez des projets de la montrer encore en France ou en Angleterre même?
Enfin, en France, il est sorti en octobre 2020, malheureusement seulement pendant 3 semaines parce que les salles ont fermé à cause de la corona. Ensuite, elles ont rouvert l'année passée en juin, mais là, il y avait tous les films voulaient sortir en même qui n'avaient pas pu sortir, ont voulu sortir. Notre propre distributeur français, il avait une dizaine de films à sortir, il ne pouvait pas ressortir notre film. Et donc, on a été victime, en France, on a été victime de la corona. On en est victime aussi en Israël parce que on a, depuis le mois de novembre, on s'est dit qu'on allait sortir le film en Israël. On voulait aller en fait dans toutes les villes d'Israël, montrer le film. Et en fait, c'est une très très grosse déception parce que à Tel Aviv, on a commencé avec 200 personnes et on a terminé avec 15 personnes, 15 spectateurs. Jérusalem, ça a été à peu près la même chose, d'une centaine de spectateurs à une quinzaine à la fin. Les mairies en Israël, parce qu'il y a des salles de cinéma qui sont gérées par les mairies, des salles de centres culturels ne répondent pas réellement. De toute manière, la fréquentation des salles de cinéma a terriblement baissé. Bon, c'est dans le monde entier, c'est comme ça en Israël aussi. Les gens ont peur d'aller dans les salles de cinéma. Voilà. Ils vont dans les concerts, ils vont à l'opéra, mais ils ne vont pas au cinéma. Bon, voilà, c'est la réalité. C'est catastrophique. Je pense que tous les réalisateurs doivent être dans la même enseigne, mais alors, il y a le film actuellement, comme je vous ai montré tout à l'heure, là, comme ça. Le film existe en DVD. Voilà, vous pouvez voir le film. Le film est composé de quatre disques où il y a les 4 parties. Et puis, il y a un 5e disque où il y a un bonus. C'est une interview de Ziva Postek en tant que monteuse et productrice. Et puis, une interview de moi-même. Très bien. Donc, achetez la DVD. Bon, il me reste qu'à vous remercier vivement, Jean-Pierre. C'était absolument fascinant de savoir votre histoire personnelle et l'histoire du film, ou des petits fragments du film, mais ça nous a donné une bonne année, une bonne idée, je veux dire. Oui, c'est dommage parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour des questions. Peut-être une ou deux, si vous voulez. Ok, je vais simplement regarder s'il y a... Il n'y a pas vraiment de questions là. Samish, où est ta question? Bon, alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va donner le micro à tout le monde pour qu'on puisse dire au revoir et merci.